sûr, quand on est avec une mobilité, des capacités naturellement ou accidentellement réduites, les personnes en situation de handicap nous donnent toujours cette écœurante impression de désavantage, d'injustice du sort, et pourtant plusieurs parviennent à se réaliser. Quels sont leurs challenges, aspirations et cadres existants, moyens pour les accompagner aujourd'hui? Le saisissant témoignage de notre invité nous éclairera davantage, en tout cas nos lanternes en seront. Et puis, je tiens à commencer par vous dire bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Bienvenue dans l'émission qui raconte vos histoires, toutes vos histoires sur RTI 1. Adi Raymond a appliqué son stylo et Nafi Touré son articulation afin de nous livrer tout de suite les présentations. Le regard qu'il jette aujourd'hui sur son parcours, 33 ans après l'obtention de son baccalauréat au lycée mixte de Yamoussoukro en 1988, lui permet de magnifier le fruit de la persévérance et de la combativité. Handicapé, Kwame Rémy comprend vite qu'il lui fallait se battre 2 fois plus que les autres pour réaliser ses rêves. Étudiant à Abidjan, il trouve le moyen d'immigrer en Allemagne où il tente de poursuivre ses études supérieures. L'aventure tourne à l'échec et 4 ans plus tard, il regagne la Côte d'Ivoire. Ce n'est que partie remise puisqu'en 2007, il obtient une bourse du Rotary qui lui permet d'aller au Japon. Il en revient 2 ans plus tard, en 2009, et il est coopté par la mission des Nations Unies en Centrafrique pour laquelle il travaille jusqu'en 2011. À son retour, il est recruté comme professeur de sociologie à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Son expérience, ses motivations, il tient à les partager sur le plateau de C'est Midi avec Jean-Michel Onin. C'est midi en direct sur RTI. Bienvenue à notre invité du mardi que nous accueillons avec un grand plaisir. Voilà, je vous aide. Monsieur Oussou Kwame Rémy, bonjour et bienvenue. Bonjour. On respire la grande forme? Oui, ça va. Merci, voilà, ça va. C'est rassurant. Pour vous accueillir, c'était la ferveur à l'instant du fan club Asco et Chico, 2 artistes tradis modernes qui ont déplacé tous leurs admirateurs pour vous recevoir. Tout ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Et l'ONG Citoyens Propres avec nous également. Merci beaucoup, chers amis. Monsieur Oussou Rémy, vous êtes bien entouré aujourd'hui. Je vous présente aussi Alicia, juste à votre droite, voilà, Bonjour. qui se charge de tout ce qui est mode et beauté. Elle nous parlera aujourd'hui de la coloration, c'est ça? Coloration des cheveux. Voilà. Je ne sais pas si ça vous intéresse hein, de mettre de la couleur dans vos cheveux, mais bon. Flora, elle a piégé pendant toutes les grandes vacances des célébrités de notre pays. Oui. Donc, à compte-gouttes, elle nous donne chaque semaine des morceaux choisis de son exercice. Bonjour, voilà, Flora. Flora en rouge, donc on passe du bleu au rouge. Oui. Bon, après le rouge, c'est le vert, on est un peu à un feu, hein, vous voyez, un feu tricolore. 3 couleurs en plus, tricolore, ok. Voilà, à côté de Flora, vous avez Carole qui est en charge du Vox Populi, voilà, du micro-trottoir de cette émission. Ok. Et puis, il y a un certain docteur Philo pour nous rappeler que malgré les contrariétés et les difficultés de la vie, il faut toujours garder un second degré. Ça nous aide d'ailleurs à supporter les choses. Mesdames et messieurs, c'est Monophilo finalement. Mono, arrivez, installez-vous. Yes, sir. Vous venez d'où? Yamoussoukro. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher à Yamoussoukro? Ben, attends, je veux d'abord saluer tous mes frères dames. Alors, vous savez qu'on a marché. Bon, on ne va pas revenir sur l'histoire. C'est que chez nous, on a marché. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qui s'était passé? Ben, c'est des incompréhensions. Vous savez, je ne veux pas quand même, moi je ne vais pas forcer ma corporation, ma promotion. S'il y a eu des incompréhensions entre certains éléments et la population, mais nos autorités, nos responsables hiérarchiques nous ont dit de marcher d'Abidjan à Yamoussoukro, Abidjan, Yamoussoukro, Yamoussoukro, Abidjan pendant 6 jours. Et pourquoi?
C'est la punition. C'est la punition et les autres sont encore derrière. Moi, c'est dans la vie, il faut être malin. Moi, j'ai pris les raccourcis, je suis passé par Gogné, Sapia, couteau. Et je suis ressorti par la forêt du Banco ce matin. Et ils sont encore là-bas. Et je leur ai dit que je suis de cœur avec eux. Alors, Mono, vous êtes dans Mono, venez, on vous attend. Et moi, je suis déjà là et ça fait plaisir. Voilà. Vous savez, dans la vie, quand il y a des obstacles, il faut être malin. Il faut être malin. Donc voilà, je suis là et je les attends. Mono, toujours. Okay, ouais. Votre salutation. Au corps, ok. Merci beaucoup, Mono Philo. Le thème de ce jour, c'est Kwame Rémy, mon handicap ne m'a pas fait renoncer à mes ambitions. Eh bien, Carole, oui. Vous avez abordé ce sujet avec les Ivoiriens. Tout à fait. Comment ont-ils réagi de façon générale? En général, on a eu pas mal de réponses. Il y en a qui se sont tournés et qui disaient qu'ils allaient se tourner carrément vers Dieu. Il y en a qui se tournaient vers la sagesse. Il y a eu plein de propositions. On était au plateau. Et la question, c'était, face à un obstacle dans votre vie, quelle serait votre attitude? Je vous laisse découvrir. Carole Kwasi, Publiscope. On dit que dans la vie, notre esprit peut être le plus grand obstacle ou le plus bel outil. Tout dépend de comment on l'utilise. Si vous pensez pouvoir déplacer des montagnes, eh bien, vous le ferez. Mais si vous vous dites « je n'y arriverai jamais », cette négation agira comme un blocage dans l'accomplissement de vos rêves. Simone Weil disait que l'homme se découvre lorsqu'il se mesure à un obstacle. Et vous, quelle serait votre attitude face à un obstacle dans votre vie? C'est la question du jour. La meilleure manière de réagir face à un obstacle, c'est être fort. Voilà, être fort, l'obstacle, ça arrive de partout. Voilà, mais on ne va pas se figer sur notre position. Voilà, il faut aller de l'avant. Voilà, surmonter cet obstacle, c'est ça qui fait la force d'un homme. Bon, la meilleure attitude, c'est de prendre le recul, de bien observer. Bon, si c'est une personne, quelle relation j'ai avec la personne et puis bon, comme on dit dans la vie, il faut toujours pardonner. Bon, ma première réaction, ce sera la prière d'abord. Parce que sans Dieu, on ne peut pas survenir à certains obstacles. Je vais prier et puis aussi je vais voir ce que Dieu peut faire. Moi, je prends toujours la vie de bon côté. Il faut toujours aller de l'avant. Et l'échec, c'est toujours un conseil pour chacun de nous. Et c'est l'échec qui fait avancer l'homme dans la vie. Pour moi, face à un obstacle, il faut la patience. Voilà, c'est la patience avant tout. Face à un obstacle, il peut demander conseil à quelqu'un de plus avancé ou quelqu'un de mieux placé pour pouvoir avoir des conseils et autres. La première attitude, c'est d'abord de garder son calme devant tout obstacle et puis de faire preuve de sagesse. C'était Capitaine Carole Kwasi et à vous pour votre Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Et voilà, merci beaucoup Capi, Carole. Mono, apparemment, en termes de grade, elle est plus élevée que vous? Oui. Elle est Capi? Je suis capitaine. Bon, c'est l'humilité qui fait... Vous n'êtes qu'égaux en termes de couleur, apparemment. Oui. Couleur de tenue. Mon nom, c'est le courage. Sinon, le grade, c'est rien. Tu as haut grade, tu ne peux même pas nager dans 1 mètre. Donc, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que non. D'accord, merci. Alors, bon, on est content, ça a arraché au moins du sourire à M. Kwame Rémy. Et ça va? Vous vous sentez comme chez vous, à la maison? Oui, ça va. C'est bien. D'accord. M. Kwame Rémy, vous êtes issu d'une famille de 11 enfants. Oui. On n'a pas tous cette chance-là. Hein. C'en est une, non? Oui. Mais en même temps, ça peut constituer aussi un obstacle. Merci de votre franchise. Votre papa était instituteur, votre maman ménagère. Enfin, je voudrais préciser qu'il est à la retraite depuis 90 maintenant. D'accord, c'est pour ça que j'ai dit était. Oui, ok. Ok, merci beaucoup. Bac A en 1988 au lycée mixte de Yamoussoukro. Oui. Voilà. Vous avez obtenu votre doctorat en 2008 en sociologie, un master en études sur la paix et les relations internationales en 2009. Et puis, vous êtes passé 2 ans au PNUD. Oui. Vous avez travaillé pour cette institution, voilà, en Centrafrique. Oui. À la suite, vous êtes rentré au pays en 2012. Après avoir postulé, vous êtes retenu à l'université Alassane Ouattara de Bouaké en qualité d'enseignant-chercheur. Oui. Au département de sociologie et anthropologie. Anthropologie. Oui. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que vous avez contracté la polio à l'âge de 2 ans. Oui. Aujourd'hui, vous êtes handicapé de la jambe droite. Oui. Il y a eu toute une histoire qu'on va explorer ensemble. Vous êtes père de 2 enfants. Un garçon de 11 ans? Non, une fille de 11 ans. Une fille de 11 ans. Et un garçon de 9 ans maintenant. Ok, d'accord, un garçon. Oui. Et d'accord, ok, c'est bien parfait. Merci beaucoup. C'était pour la présentation. Je vais permettre maintenant à Dr Philo, en 2 petites minutes, de s'adresser à vous avec son ton toujours narquois, on va dire. Monoï, envoyez le jingle.
Docteur Philo se déchaîne. Courage. Il y a le courage, il faut. Vous voyez, nous, Yamoussoukro, Abidjan, Abidjan, Yamoussoukro, c'est pas moins de 500 km. Donc, vous voyez un peu, moi, je dis le vrai handicap, j'aime pas trop cette expression handicap. Le vrai handicap, c'est celui qui croit qu'il ne peut pas atteindre ses objectifs. En la otra parte de la cabeza, el mundo del pinto. Vous estimez que le handicap mental est... Voilà. Même, je veux dire que quand il y a la volonté, il n'y a pas de handicap. Il y a des gens qui sont là, ils ont tous les membres, ils sont là, mais ils sont paresseux. Mais ça, c'est le vrai handicap. Voilà, ça c'est le vrai handicap. Et je dis que le handicap, c'est déjà même à notre naissance, mais quand on vient au monde, il y a toujours un obstacle. L'enfant, quand il vient au monde, déjà, on a déjà peur. Parce que généralement, on dit, une femme qui va à l'accouchement a déjà un pied dans la tombe. C'est ce qu'on dit généralement. Mais l'enfant, même si lui-même, il sait que s'il ne se positionne pas bien là, il va se faire du mal. Donc déjà, il y a cet obstacle que l'enfant arrive à surmonter lui-même. C'est une force commune. Une force commune entre la maman et l'enfant. Les gens pensent que c'est la maman seule. L'enfant aussi, lui, peut venir au monde. Et l'enfant, même quand tu es paresseux dans le ventre, tu peux venir né mort. Vous voyez un peu, oui, c'est l'abnégation. J'ai lu déjà même le courrier des femmes gourous. Ces femmes-là qui surmontent tous ces obstacles. Courage, qui bataillent nuit et jour, nourrir leur famille. Une femme gourou. Vous voyez un peu, qui... Vous voyez dire, ce qui est déjà fait. On pense aussi à toutes les autres femmes qui font preuve de bravoure sans être... Oui, oui, elles font, mais ça, c'est la vraie poêle, là, on voit. Ce qui est déjà fait est déjà fait. Ça sert à rien de se morfondre dans la justice comme ça. Le temps que tu prends pour te morfondre, là, tu peux utiliser ce moment-là pour avoir un mental de fer. Je disais qu'une femme gourou, qu'on attrape dans l'infidélité sur le lieu conjugal, et son mari l'attrape. Et son mari dit, tu voilà, il est attrapé au dit. Et s'il est sur lui, pendant que son amant est là, et il dit à son mari, chérie, je te présente mon mari de nuit. Ça, c'est pas le courage, ça. Ça, c'est pas le courage, ça. C'est pas le courage. Donc, quand en toutes circonstances, quand tu peux surmonter, mais elle a continué son foyer, son mari, et lui, il a cru. Il dit, c'est mari de nuit, il a cru. Donc, elle a su remonter ses obstacles. Moi, je voudrais vous féliciter. Et puis, votre exemple, puis surtout, ça va nous servir d'exemple. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation qui ont besoin de vos conseils. Bravo à vous, docteur Philo. Philo. Vous nous avez fait oublier un peu la gravité du sujet. Merci. Un applaudissement pour lui. Merci. Voilà, merci. Depuis 1997 à ce jour, un peu plus de 1165 personnes handicapées ont fait leur entrée à la fonction publique. Voilà, ce sont des chiffres que nous avons obtenus il y a peu. Vous les jugez comment? Insatisfaisants, encourageants ou lamentables? Bon, vraiment, je vous remercie pour la question. Je voudrais bien vous donner une réponse exacte, mais tant que je ne connais pas la base des sondages, je ne sais pas combien de personnes handicapées il y a en Côte d'Ivoire, je ne sais pas s'il y a des études là-dessus. Statistiques officielles obtenues oui, en 2019. Ça, c'est pour l'insertion. Mais on ne sait pas ceux qui sont restés au village, ceux qui sont restés dans les campements, voilà. Tant qu'il n'y aura pas de statistiques ou bien de chiffres exacts dessus, on ne pourra pas juger de la pertinence de ça. Mais bon, je pense que c'est déjà un pas. Le fait qu'on ait déjà fait sortir une loi depuis 1998 avec un décret d'application maintenant, je crois, c'est déjà un pas. Que stipulait cette loi? La loi disait que les personnes, en gros, parce que j'ai eu à travailler un peu avec le directeur maintenant de l'office ou bien du bureau des personnes handicapées, monsieur, il est en face de la caisse sable, là, c'est là que se trouve le bureau, j'ai eu à travailler un peu avec lui. Et il dit que, en gros, il dit que chaque année, la fonction publique devait faire des efforts pour pouvoir insérer un certain nombre de personnes handicapées. Est-ce qu'il y a un quota qui est assez explicite en Côte d'Ivoire? Au départ, je crois que les gens avaient parlé peut-être de 5 à 10%, mais quelque chose comme ça, mais plus tard... De la population ivoirienne, 5 oui, non, de personnes handicapées. Ok, d'accord, de la population de personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Oui, justement, pas tous. Mais là, bon, la seule association que nous avions, c'était le GIEPSI, à l'université ici, mais depuis que l'université de Bouaké aussi a été créée, on ne sait pas ce qui se passe là-bas, dans les universités publiques, on ne sait pas. Donc, le GIEPSI n'était que la seule référence, la seule association référence sur laquelle on se basait pour faire le recrutement. D'accord, voilà. Ok. Alors, très tôt dans la vie, vous avez contracté la poliomyélite à l'âge de 2 ans. Oui. Ce n'est pas évident de faire un retour dans le passé pour avoir tous les détails, tous les tableaux. Non. Alors, qu'est-ce que vous pouvez à ce sujet nous raconter? Qu'est-ce que vous avez vécu? Ou qu'est-ce que les parents vous ont relaté? Merci beaucoup pour la question. Je pense que, selon ce que mes parents m'ont dit, j'ai marché normalement comme un enfant. Voilà, un enfant, à l'âge de 1 an, tu marches. Et que je crois, autour de 2 ans, j'avais fait de la fièvre, on m'avait amené à l'hôpital. Et que, bon, et selon leur dit, l'infirmière aurait fait une mauvaise piqûre sur mon nez. C'est pourquoi, bon, j'ai perdu l'usage de cette jambe-là. Mais je crois que,
avec les signes et tout, parce que je crois que ça doit être la poliomyélite, parce qu'à ce temps aussi non plus, je n'ai pas été vacciné. Et puis quand on touche le pied, on le sent. Mais les nerfs sont faibles, quoi, en fait, on ne peut pas le bouger. Sinon, on le sent en tant que chair, en fait. Voilà. Donc, on m'a dit comme ça que c'est comme ça que la poliomyélite aussi se manifeste. D'accord. OK. Et de façon visible, depuis cette situation, vous avez perdu l'usage de vos 2 jambes, c'est-à-dire que vous traîniez au sol, tant pour aller à l'école que pour jouer avec vos amis au quotidien. C'était ce spectacle désolant-là que vous décriez. Absolument, absolument, parce que lorsque ça a commencé, je crois même que j'étais encore petit, mais on m'a envoyé à Abidjan ici, mais rien n'a pu être fait. Et puis bon, c'est fondamentalement le papa qui s'en est occupé. Il a pris les méthodes traditionnelles, puisque je me traînais par terre. Lorsqu'on finissait les cours, il m'envoyait quelque part pour qu'on aille s'entraîner, marcher. Voilà, c'était vraiment difficile parce qu'il fallait prendre une canne, il faut s'arc-bouter dessus, se mettre debout d'abord, et puis commencer à faire les premiers pas et tout. Et chaque fois, quand j'ai fait peut-être 1 ou 2 pas, je tombais. Ben bon, je pense que le fait aussi d'avoir fait 1 ou 2 pas, ça l'encourageait parce que chaque fois que je tombais, il me dit « relève-toi, on recommence ». Donc chaque soir, lorsqu'on finissait les cours, bon, c'était le spectre de la souffrance qui me hantait. Mais aujourd'hui... Un peu comme une formation militaire, avec Dr Philo qui nous a donné déjà le contexte. Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, avec le recul, je ne peux que lui dire merci parce que s'il n'avait pas entrepris ça, s'il ne m'avait pas forcé à le faire et qu'il voulait peut-être jouer sur les sentiments de pitié et tout, je pense que je ne serais pas là. Je n'aurais même pas pu utiliser la béquille que j'utilise aujourd'hui. Ça veut dire me tenir même debout. Ça allait être vraiment, vraiment difficile, pour ne pas dire impossible. Mais votre père était non seulement strict, il a été un coach, il a été persévérant, jusqu'à ce qu'en classe de CM1, vous avez retrouvé l'usage de la jambe droite. Oui, et marcher avec une canne. Avant, ce n'était pas une béquille, hein. C'était une canne simple, jusqu'à ce que, bon, avec un peu de moyens, j'ai pu m'acheter une béquille aujourd'hui. Donc, sinon, au départ, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. Mais quand on est enfant, avec un handicap, à l'école ou au quartier, on vit des choses qui ne sont pas toujours glorieuses. Oui, je vois. Mais en fait, à cette époque-là, je n'en étais pas nécessairement conscient, en fait. Parce que moi, je partais à l'école comme tout le monde, j'étais dans les mêmes classes que tout le monde, j'avais des camarades avec qui je jouais. Donc pour moi, il n'y avait pas ce regard stigmatisant, en fait, je ne le sentais pas. Vous vous sentiez accepté? Oui, oui. Et puis à la maison, il n'y avait pas de discrimination. Quand j'avais besoin de quelque chose, il suffisait de demander, voilà, enfin, en gros, hein, voilà. Mais à l'école, il n'y avait pas de... Je n'étais pas discriminé, on ne me disait pas, bon, comme tu es comme ça, fais comme ça, ou bien non, ça, je ne l'ai pas vécu. Pardon, et c'est à quel moment que vous vous rendez compte que vous êtes pas différent, mais que vous n'avez pas les mêmes capacités que les autres? Absolument. C'est à quel moment que vous vous rendez compte de votre situation? C'est quand, peut-être, je suis rentré à l'université plus tôt. Oui, parce que là, il y avait tellement de démarches à faire, il fallait courir par-ci, courir par-là, chercher une chambre, peut-être mettre en avant son handicap pour dire non, il faudrait que vous me donniez une chambre à cause de mon état. Donc, déjà, les gens ont commencé déjà à me catégoriser. Ah non, lui là, il est handicapé, lui là, il est temps, lui... Bon, mais de toute façon, moi, ça ne me gênait pas en tant que tel. Mais lorsque j'ai fini et que je partais chercher du travail, c'est là même que le vrai problème a commencé. Là, j'ai commencé vraiment à me dire que c'est parce que je suis comme ça que... C'est vraiment difficile, même pour... Quand vous frappez, c'est normal, les gens, mais quand les gens vous voient, enfin, ce sentiment de... Voilà, ça, déjà, moi, ça me met déjà mal à l'aise, en fait. Oui. Vous en souffrez d'une certaine façon ou à un certain degré? Oui, beaucoup, j'en souffrais beaucoup. Mais je pense que mes séjours chez les Blancs, ça m'a vraiment, vraiment formé. Oui. Là-bas, on ne vous regarde pas autrement, vous êtes tous de la même façon. Donc, je pense que les 3 séjours que j'ai effectués chez les Blancs, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Aujourd'hui, peut-être que je peux ne pas courir comme tout le monde, mais quand devant n'importe qui, devant n'importe quelle autorité, je peux m'arrêter et puis dire ce que je pense. Mais avant, ce n'était pas évident. Voilà, parce que déjà, je me sentais déjà diminué moi-même. Vous parlez de ce séjour passé chez les Blancs, enfin occidental. Oui. Alors, quels sont les pays que vous avez visités? Pour quelles raisons? Comment vous y êtes allé? Et en quoi est-ce que ces séjours-là ont été pour vous... positif en termes de regard sur vous-même, d'estime personnelle? Merci beaucoup. Je pense que lorsque j'ai fini mon DEA en 1995, en fait, j'avais toujours, depuis l'université, j'avais toujours voulu faire une carrière internationale parce que je me dis qu'avec mon état,
si je n'ai pas un bon travail, ça va être vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Non seulement pour moi, mais pour ma famille aussi. Donc, j'ai toujours voulu faire une carrière internationale où je serais bien payé et tout, quoi, voilà. Donc, lorsque j'ai fini mon DEA, mon papa, je lui ai expliqué mon problème. Je lui ai dit qu'aujourd'hui, si je finis un doctorat ici, j'ai plusieurs chances, ou bien j'ai beaucoup de chances que ce doctorat ne soit pas reconnu à cause des troubles que nous constatons à l'université et tout. Donc, il m'a dit, bon, si tu veux partir chez les Blancs, moi, je vais t'aider. Et il m'a aidé. Je suis parti en France d'abord, j'ai fait une semaine en 98, je me rappelle très bien. C'était le 2 décembre 98. Vous êtes parti par le biais d'une bourse ou bien votre non, père pas a du payé, tout, pas du tout. Pas du tout. En fait, je suis parti, bon, je le dis en guillemets, avec les faux vrais papiers. Oui, je suis parti avec un passeport de service, oui. Ça, je le dis, un passeport noir. Je suis parti avec un passeport de service, comme si j'étais parti en mission. Voilà, la personne qui m'a fait les papiers. Vous le dites avec une certaine honte quand même. Oui, quand même, oui, voilà. Oui, bien sûr. Rassurez-nous. Oui, non, je ne vous le conseille même pas, ça ne va plus marcher en fait. D'accord, ok. Oui, ça ne marche pas. Voilà, et je suis parti, j'ai fait une semaine à Paris et une semaine plus tard, je me suis retrouvé en Allemagne parce que je tenais forcément à faire cette thèse-là chez les Blancs en Occident afin de lui donner une certaine valeur. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Je pense que dans la présentation, je ne sais pas qui a fait la présentation tout à l'heure, la dame qui a parlé, mais elle a très bien fait la présentation. Ouais. Je lui dis merci. Nafi Touré, Adji Raymond. Je suis parti, je suis allé dans une université, on m'a dit, bon, il n'y a pas de problème. J'ai trouvé même un professeur qui a voulu me suivre et tout, mais il voulait que j'aille aux affaires étrangères pour chercher les papiers. Les affaires étrangères aussi me disent, non, va à l'université, on va te donner un papier. Mais puisque je ne suis pas parti avec un visa normal, voilà, c'était comme on me jouait comme une balle de ping-pong. C'est ça les conséquences quand on respecte pas les règles. Absolument. Donc attention, il ne faut pas reproduire chez vous. Absolument, non, pas du tout, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Mais bon, comme j'étais déjà là-bas, il fallait que je m'adapte. J'ai commencé à apprendre l'allemand. C'est là-bas que j'ai appris l'informatique et tout. En fait, je m'adonnais à toutes sortes de formations, de sorte que j'ai tellement bien appris l'allemand que lorsque je suis rentré en Côte d'Ivoire en 2002, je parlais plus allemand que français. Wow. Oui. J'ai aussi passé le certificat de langue allemande. J'ai eu même jusqu'à 17 sur 20 parce que je voulais vraiment rendre vraiment utile mon séjour. Wie heißt du? Où suis-je, Rémi? Wie geht es du? Mir geht's gut. Ok, super. D'accord. Je n'ai pas pu le faire, mais j'ai fait certains certificats parce que ce qui est bien chez les Blancs, c'est que lorsque vous allez là-bas avec le désir d'apprendre, ils sont à vos petits soins. Je n'ai même pas pu durer en Allemagne à cause de le type du passeport ou bien de mon séjour, mais parce qu'ils voyaient en moi quelqu'un qui voulait apprendre. Voilà, ils m'ont laissé tout ce temps pendant 4 ans au moins. Et j'ai même fait du bénévolat là-bas et tout. Donc, je me dis que le fait même de les avoir côtoyés déjà, ça m'a redonné confiance en moi-même pour dire que tout est vraiment possible. Peut-être que chez nous, ici, il y a beaucoup d'obstacles, mais... Est-ce que là-bas, il existe des structures, un cadre légal ou des moyens mis en place pour faciliter l'épanouissement, l'insertion des personnes en situation de handicap? Mais moi, je ne pouvais pas en profiter. Je ne pouvais pas en profiter à cause de mon statut, en fait. D'accord. Parce que je n'avais pas un statut légal. Deuxième désavantage d'avoir obtenu des papiers. Justement. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que pour prendre le bus, tous les bus, quand on sait que la personne handicapée monte, il y a un système hydraulique là qui s'abaisse, de telle sorte que tu n'as pas à grimper dans le bus. Donc, tout doucement, on te dit, prends ton temps jusqu'à ce que tu puisses monter. Et puis, bon, le bus s'en va. Et le regard de la société aussi envers vous qui n'était pas non, les Allemands, ils s'en foutaient que je sois... Sinon, s'ils tenaient compte de mon état, ils m'auraient donné le papier. Parce que je suis allé jusqu'à la justice pour demander le papier. Mais ils me disent, non, il ne faut pas te considérer différent des autres. Tu es comme les autres. Donc, il ne faut pas jouer là-dessus. Voilà. C'est-à-dire que notre société devrait en prendre de la graine, devrait s'en inspirer. Oui. D'accord, ok. Alors, quelles sont vos difficultés personnelles en tant que personne en situation de handicap et surtout professeur comme vous l'êtes aujourd'hui? Bon, en tant que difficulté personnelle, peut-être physique. Parce que quelquefois, comme le corps n'est pas comme le corps de ceux qui ont tous leurs membres en état de fonctionner bien, quelquefois vous pouvez sentir des douleurs dans le dos. Mais bon, je me dis que ça aussi, ça ne doit pas t'arrêter. Bon, il ne faut pas jouer les bébés gâtés pour dire non, parce qu'aujourd'hui, j'ai mal au dos, ou bien j'ai mal ici, je vais rester couché. Mais alors que... Il ne faut pas accepter cette posture de victimisation. Justement, voilà, je me répète toujours une phrase
Quand je me réveille le matin, je dis, allez, on continue, le boulot continue. Enfin, on n'a pas encore fini le boulot. C'est comme si, bon, personnellement, c'est comme si j'étais en mission, en fait. Tant que cette mission n'est pas encore terminée. Et puis, en tant que chef de famille, si tout le monde vous regarde et puis c'est vous qui jouez les victimes, vous voyez... mais, ça fait bizarre. Oui, finalement, tout le monde va vous suivre. Alors que c'est vous qui devez donner le bon exemple, inciter les autres, les motiver. Mais quelque part, est-ce que c'est pas... C'est pas une force pour vous? Parce qu'il a parlé de difficultés. Absolument. Est-ce que c'est pas, quelque part, c'est pas une force pour vous? Vous ne vous dites pas que si je n'étais pas dans cette situation, je n'allais pas avoir ce courage, l'abnégation-là de réussir? Cette envie de repousser ses limites, oui, peut-être. de faire l'impossible. C'est vrai, peut-être que vous avez raison, parce que quelquefois, quand je vais dans certains endroits, on dit, ah, mais comme vous êtes handicapé, donc passez devant. Ah, d'accord. À la banque, comme ça, on me dit, oh non, monsieur, vous n'avez pas besoin de faire le rendez-vous. Bon. C'est gentil, hein, toutes ces personnes qui ont ce genre de comportement. Franchement, merci. Je crois qu'il a souligné un point, et vous l'avez souligné aussi. Je pense que à force d'être toujours positif, de voir toujours le verre à moitié plein, je pense que ça m'aide aussi à explorer un certain nombre de capacités peut-être qui étaient là jusque-là insoupçonnées. Inexplorées, d'accord. En DEA, vous avez fait une étude sur l'insertion professionnelle des personnes physiquement diminuées. Oui. Voilà, on ne va pas faire le tour de cette étude, mais de façon succincte. Oui. Qu'est-ce que vous avez acquis comme savoir que vous souhaitez partager avec nous? Merci beaucoup. Je pense que enfin, vous avez bien fait de poser la question parce qu'en fait, je n'ai pas choisi le thème moi-même. Hein. D'accord. Oui, c'est le professeur Nyangora Bois, paix à son âme. Ok. Oui. Illustre professeur Nyangora. Oui, absolument. C'est lui qui m'a dit, mais où sous toi, tu travailles sur les autres sujets, mais il faut travailler sur toi-même un peu pour voir le regard de la société envers toi. Et c'est là... Comme disait un certain philosophe, homme, connais-toi toi-même. Absolument, absolument, c'est ça. Donc, on a défini le sujet ensemble et je suis allé, il s'agissait de faire des études de cas pour trouver des cas de personnes handicapées, physiques, qui travaillent. En tout cas, il fallait faire mains et pieds, demander à tel autre, est-ce que vous connaissez, etc. Enfin, c'est ce qu'on appelle en sociologie, enfin, l'échantillon par boule de neige, en fait. D'accord. Résultat du rapport, parce que là, on va entrer dans le vocabulaire technique. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. À cette époque-là, c'était en 95, il n'y en a pas beaucoup. Il a fallu, voilà. Mais... Quand j'ai discuté aussi avec les employeurs, le problème, c'est qu'ils disent que, en fait, le problème de boulot se pose pour tout le monde. Il ne faudrait pas qu'on voit ça en termes d'handicapés. D'accord. Et ça, on ne peut pas leur en vouloir. Okay. Oui, donc c'était cette double conclusion auquel l'étude est parvenue, en fait. Voilà. OK. Sinon, dans l'ensemble, j'ajoute que ceux que j'ai pu croiser pour mon étude de cas, ils étaient sincèrement bien insérés, ils s'entendaient très bien avec leurs collègues et tout. Bon, tout se passe bien, en fait. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous parliez d'une disposition de loi qui avait été prise sur le quota de personnes handicapées que la fonction publique, en fait, l'administration ivoirienne se fixait d'atteindre chaque année. Est-ce qu'au-delà de ça, vous avez des souhaits, vous, en tant que membre de, permettez-moi l'expression, de la communauté de personnes diminuées physiquement en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez des attentes? Vous espérez peut-être encore d'autres actions fortes du gouvernement ivoirien? Oui, je pense que en 2012, enfin, bon, je ne sais pas si je peux le dire, hein, le président a promis comme ça que enfin, les personnes handicapées allaient quand même recevoir des choses spéciales. Parce que... C'est toujours bon de rappeler. Hein. Oui, ça fait du bien. Même la première dame aussi. Quelles choses, par exemple? Non, spécial. Hein, ils ont dit qu'ils allaient s'occuper spécialement d'eux, en fait. D'accord. Voilà. Parce que le gouvernement qui était passé, il y avait un secrétaire d'État qui représentait spécifiquement les personnes handicapées. Et moi, je pense que c'est de bonne guerre, parce que, en fait, c'est des gens qui ont des besoins spécifiques. Oui. Je ne peux pas avoir les mêmes besoins comme celui qui peut courir, celui qui peut marcher. Par exemple, je prends l'exemple. Quand j'étais au Japon, lorsque j'ai eu ma bourse pour aller faire 2 ans au Japon, je faisais mon stage à Hiroshima, et le Rotary, la fondation de Rotary m'a donné encore $1000 en plus, parce que moi, je ne pouvais pas marcher comme les autres. Oui. Donc, ils ont tenu compte de ce besoin spécifique-là, de fait que je ne puisse pas prendre le taxi comme tout le monde, du moins marcher comme tout le monde, et que j'étais obligé de me déplacer en taxi. Donc, ils m'ont donné $1000 en plus. Donc, c'est une question de raisonnement en termes de besoins. Par exemple, vous êtes deux collègues, vous touchez la même chose, mais vous ne pouvez pas avoir les mêmes difficultés, parce que, par exemple, vous pouvez sortir, prendre un taxi rapidement, ou même quand il pleut, vous pouvez courir, aller prendre un taxi et puis partir. Mais moi, je ne pourrai jamais. Ouais, c'est clair. Je serai obligé d'attendre la fin de la pluie. Et si mon rendez-vous passe, c'est passé. D'accord. Voilà. Super. Je vais oser une question. Oui. Est-ce que quand on est dans votre situation physique, quand on en vient aux questions sentimentales... Non, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous partez avec un complexe? Jamais. Ou, jamais. Jamais, jamais. Peut-être qu'avant, comme je l'ai dit, peut-être qu'avant, je serais complexé de quelque chose. Mais aujourd'hui, je pense que
par la grâce de Dieu, tout ce que j'ai pu vivre par mes expériences, parce que j'apprends, parce que je connais, je pense que... peut-être que si je suis debout, peut-être que je peux me sentir inférieur, mais dès que je m'assois, je retrouve toutes mes forces. Ce que j'ai à dire, je peux le dire. Donc là, vous pouvez pointer, pardon, draguer sans... Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et vous avez les moyens aujourd'hui, les femmes à gauche, les moyens. Votre compagne actuelle, oui. Comment est-ce que vous l'avez draguée rapidement? Bon, je suis allé... C'est une centrafricaine, en fait. D'accord. Quand je suis allé travailler en Centrafrique, j'étais là-bas en tant que fonctionnaire international, donc c'est là-bas que je l'ai croisée. Donc, voilà, on a fait connaissance. Notre première fille est née là-bas. C'est le deuxième garçon est né en Côte d'Ivoire. Ça, vous avez résumé l'histoire. La drague, ça s'est passé comment? Parce qu'en fait, j'avais un jeune homme qui me donnait à manger. Okay. Je lui ai dit, trouve-moi une compagne, parce que, bon, je suis seul et tout. Donc, c'est là qu'elle a fait venir. Et on a commencé à causer, manger. Voilà. Ça, c'était le début. Maintenant, la suite, vous l'expliquez juste après la pause commerciale. Tout de suite, mesdames et messieurs. Passez des moments exceptionnels toute la semaine avec C'est Midi. Depuis toi, face, tout se rattrape demain. Et c'est dans le travail que tu vas réussir ton savoir. Lundi, c'est inédit. Des invités font des surprises à leurs proches en direct sur le plateau. Mardi, émotion. Des confidences, des témoignages émouvants, vos histoires de vie. Mercredi, jour de chronique. Faites le plein des cultures et découvrez des invités inspirants et modèles de notre société. Jeudi, le grand déballage. Des sujets de société qui vous interpellent avec la présence d'experts pour vous éclairer. Vendredi, c'est la grande finale. Le show pour célébrer les personnalités nationales et internationales. Hommage exceptionnel. À 12h, retrouvez C'est Midi avec Jean-Michel Aunin du lundi au mercredi et Caroline Da Silva jeudi et vendredi sur RTI 1. Après la pub, nous revoici. C'est Midi en direct sur RTI 1. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. À nos côtés, notre sympathique et exemplaire invité, M. Oussou Kwame Rémy, titulaire d'un doctorat en sociologie, d'un master en études sur la paix et relations internationales, et puis enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara. Il a partagé jusqu'ici avec nous son parcours en tant que personne diminuée physiquement. Et on finissait juste avant la pub sur une note un peu plus légère, comment il est allé à la conquête de sa chérie, enfin de son épouse avec qui il a 2 enfants, je tiens à préciser. 11 ans et 9 ans sont leur âge, voilà, bien sûr précisé. Alors, vous nous disiez, Monsieur Oussou, oui. Voilà, que vous étiez en Centrafrique. Comment ça s'est passé? C'est en Centrafrique que j'ai croisé ma femme lorsque je suis allé travailler là-bas, en 2009 en fait. Donc, comme je disais... Les hommes, on a toujours des problèmes avec les dates, hein, contrairement aux films. Il y a un jeune homme que j'ai croisé à l'église, et comme j'étais là-bas seul, il a décidé comme ça de me donner à manger. Donc, il dormait chez moi à la maison, il me faisait à manger et tout. Quand je m'en vais, je vais travailler à mon retour, la DA tout apprêté et tout. Donc, je lui ai dit de me présenter une Centrafricaine parce qu'étant jeune, je suppose qu'il a beaucoup de camarades en fait. Voilà. Bon, il est venu... La méthode basique. Oui. Il est venu avec une première fille. Bon, on n'a pas pu s'entendre, donc elle est partie. C'est la deuxième, bon, finalement, qui est devenue ma femme. Bon, mais quand elle vient, on sympathise, on mange, bon, on essaie... C'est quoi, vous cuisiniez, c'est vous qui faisiez le petit plat, non? Non, c'est elle. C'est elle, oui. C'est elle-même qui faisait... Ah, d'accord, ok. Oui, elle n'avait pas de blocage dès qu'elle est arrivée. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Voilà, même elle m'a présenté à sa famille et tout. Qu'est-ce qu'elle appréciait chez vous? Pardon? Qu'est-ce qu'elle appréciait particulièrement chez vous? I have no idea. I don't know. You don't have any idea. You're keeping them yourself. Ok, no problem. Bon, ça c'est entre nous. Je pense que ce qui l'impressionnait certainement, c'était le niveau intellectuel. Parce que quelqu'un comme ça, qui était venu du Japon, venir travailler en Centrafrique directement, bon, je pense que ça l'a impressionné un peu. Merci, et elle peut dire ça peut-être à ses parents, peut-être je sois avec quelqu'un qui travaille au PNUD, bon, quelque chose comme ça. Important. Est-ce que vous voulez envoyer à travers ça aussi un message à toutes les personnes en situation de handicap qui nous suivent? Oui. Philo disait que le handicap n'est que mental. Absolument. On peut aller beaucoup plus loin. Ce n'est qu'un blocage. Ce n'est qu'un blocage. Je sais que, bon, laissez-moi préciser quelque chose aussi. Tout le monde ne va pas bénéficier peut-être des mêmes circonstances dont j'ai bénéficié. Chacun son histoire, oui. Ça veut dire, si mon papa ne m'avait pas encouragé, fait ça, imaginez-vous que je sois né au village. Et puis les moyens aussi également, les moyens. Voilà, parce que comme il était instituteur, il a tenu à ce que tous ses enfants aient à l'école, sans discrimination. Imaginez que je sois né au village. Merci papa, bravo papa. Voilà, que je sois né au village, sans infrastructure, papa paysan,
certainement, ils vont faire un choix. Ils vont se dire, bon, c'est ceux qui ont les 2 pieds qui doivent aller à l'école d'abord. La responsabilité parentale est engagée aussi. Justement, voilà. Donc, c'est pour dire que, certainement, le vieux a joué un rôle, mais il m'a encouragé, en fait. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai atteint, il continue de m'encourager, certes, mais il m'a inculqué cette positivité mentale-là, que tout est possible, que même malgré quelquefois les douleurs, on peut les surmonter. Il faut aller de l'avant, il faut travailler. On retiendra ça. Tout est possible, tout est possible. Merci donc à tous nos super papas. Et voilà, si vous avez un enfant en situation de handicap, faites comme le père de M. Oussou, encouragez-le, aidez-le. Poussez-le, surtout tant sur le plan psychologique, mental que physiquement. Faites ce que vous pouvez faire pour en faire un succès, dont on sera tous fiers aujourd'hui, comme c'est le cas avec notre cher enseignant, M. Kwame Rémy. Écoutez, ça a été un plaisir de partager cette émission avec vous, monsieur. Je pense que vous avez pris aussi autant de plaisir que nous. Oui, absolument. Souhaitez-vous rester à nos côtés jusqu'à la fin de ce programme? Oui, d'accord. D'accord. Est-ce que votre épouse, elle utilise... elle prend un soin particulier pour ses cheveux, genre coloration, mèche, ou bien elle est plutôt nature? Oui, plutôt nature. D'accord, ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Dans un petit moment, on a quelque chose pour elle. Mais en attendant, on va rigoler un petit peu en compagnie de Flora, qui s'est amusée à piéger. Qui? Vous allez nous dire juste après... Après le jingle. D'accord, c'est parti. Flora Dacier, c'est Flora. Alors, ma victime d'aujourd'hui est un monument de la télévision ivoirienne. Journaliste, animateur, producteur, il a même été directeur des programmes à son époque. La place où je me tiens présentement porte son nom. C'est une sorte d'hommage que l'émission C'est Midi a bien voulu, on va dire, lui rendre. Il s'agit de M. Georges Taï Benson. Il est chevalier... Il est chevalier de l'Ordre national en Côte d'Ivoire. Il est officier du mérite sportif. Il est également officier du mérite agricole. C'est vraiment, comme je l'ai dit, un monument. Et je vous invite tout simplement à découvrir son piège. Merci. Monsieur Georges Taï Benson, bonjour. Bonjour, madame. Donc, sur le paysage audiovisuel ivoirien, vous êtes le créateur de plusieurs émissions à succès, telles que Ozo Vacances et quoi d'autre? Ozo Vacances. Oui. Ça, c'est pas moi. On reprend. Ne citez pas Ozo Vacances. Pourquoi on reprend? Je ne comprends pas. Parce que c'est pas moi, Ozo Vacances. Ozo Vacances, c'est qui? C'est pas moi. Ozo Vacances, c'est monsieur comment il s'appelle? Déby Dali ou quelqu'un comme ça. Mais maintenant, quand moi je fais des recherches, on m'a dit que vous, vous c'était Ozo Vacances, en fait, dans les années 70. Non, pas du tout. Autrement, un instant, je rectifie. Oui, s'il vous plaît. Donc, est-ce que je mets quelle émission? Vous mettez le 4B Show, par exemple. Qu'est-ce que c'est? Le 4B Show, c'est le show des 4B. 4B Show, S-H-O-W. D'accord? Le premier B, mais ça, je pourrais vous le dire à l'antenne. C'était une émission de variété. Ah bon? Vous n'aimez pas être appelé monument ou dinosaure? Non, je n'aime pas ça. Vous préférez être appelé Bloco le Pichichi. Pourquoi? D'abord, la fin de votre phrase est fausse. C'est faux, le contenu c'est faux. Là, je ne comprends pas. C'est quoi, vous avez dit locaux quoi? J'ai vu un article où vous avez dit locaux quoi? J'ai vu un article où vous avez dit que vous n'aimez pas être appelé monument ou dinosaure. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Voilà. Vous préférez qu'on vous appelle Bloco le Pichichi? Je ne sais pas si vous êtes allé sur Wikipédia ou sur commer.com, mais j'ai plutôt l'impression que vous êtes allé sur commer.com. Parce que je ne sais même pas ce que c'est Coco Pichichi. Je sais pas. Bloco? Non, je ne sais pas ce que c'est. Bloco le Pichichi? Non, 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 non. Ben, c'est comme ça qu'on vous appelle? Non. Ben, si moi j'ai appelé 2 de vos proches, j'ai dit j'aimerais avoir Bloco, ils m'ont dit voilà. Comment vous pensez que j'ai eu votre numéro? Si je vous dis quel proche, vous allez encore me sortir des faux noms. Comment ça, des faux noms? Est-ce que l'information que j'ai là, elle est incorrecte? Elle est On m'a dit que fausse. vous n'aimez pas qu'on vous appelle monument ou Ça, c'est vrai. Que vous préférez qu'on vous appelle ça, Bloco, c'est faux. le Pichichi. Ça, c'est faux. Pichichi, je crois que c'est un truc dans le football, hein, ça. Malheureusement pour vous, je ne sais pas jouer au football, je ne peux pas m'appeler Chichichi. Sinon, quelle est la chanson que vous aimez?
La chanson que j'aime. Oui. Ah, c'est une chanson de Aïcha Koné. Ça s'appelle Adjouma. Après, quand je vous dirai que vous êtes Blocko le Pichichi, vous me direz que c'est pas. Je ne suis pas Pichichi. Mais justement, quand je faisais les recherches, on m'a dit que c'est cette chanson que vous aimez. Aïcha Koné, c'est votre idole. C'est ce qu'on m'a dit. Non. Si. Non. Si. Je suis l'idole d'Aïcha Koné. Ben moi, on m'a dit, parce que là, vous chantez la chanson. J'étais sûre que c'est cette chanson que vous chanteriez. Ah oui. Pourquoi vous n'avez pas chanté une autre chanson? Et c'est la chanson préférée de Blocko le Pichichi que vous chantez. Oh, Blocko le Pichichi. Enfin. Non, c'est pas moi. Une dernière question pour la route. Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Encore, vous êtes encore dans le faux. J'ai rien dit. C'est pour ça que je dis non. Je n'ai même pas posé ma question, déjà vous dites non. Donc on coupe alors. Si vous avez une paire de ciseaux, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, c'est un honneur pour moi. Ça a été un plaisir pour moi. Merci beaucoup, monsieur. C'est gratuit en plus. Ouh là là, une interview. Une interview qui s'est achevée en ciseaux. Blocko le Pichichi, on s'est marré comme des dingues ici. Franchement, bravo, Flora, bravo. Merci Allez, beaucoup. mesdames et messieurs, revenez après la pub sur RTI 1. Et nous accueillons tout de suite un producteur et animateur emblématique de notre cher pays, la Côte d'Ivoire, qui comptera bientôt 50 ans de carrière. Tonton Bouba est sur ces midi. Ah d'accord. Merci beaucoup pour cet accueil. Accueil bien mérité d'ailleurs, tonton Bouba, bonjour, bienvenue. Ouais, bonjour, bonjour à tous. Un vrai plaisir, toutes nos félicitations pour ce que vous avez apporté à ce pays, tant aux enfants qu'à la culture ivoirienne, à la télévision ivoirienne, et même je dirais africaine, parce qu'il en sont plusieurs qui en ont pris la graine. 65 ans le 25 mai, ça c'est l'âge que vous allez avoir. Vous êtes toujours beau gosse et bien conservé, franchement, bravo. 28e anniversaire officiel aussi de votre mariage. Et surtout, la raison pour laquelle vous venez nous voir, c'est votre jubilé pour célébrer les mamans, la grande fête des mères, dont vous êtes l'initiateur en Côte d'Ivoire en termes d'événements médiatiques. Pour dire simplement que je suis la personne qui a pris la fête des mères du calendrier pour en faire un événement. Et l'objectif principal, c'était de montrer aux enfants qui m'adulaient, aux jeunes qui m'adulaient, que quelle que soit la position d'un homme, c'est une femme qui l'a mise au monde. Et pour moi, ça c'était... Pour moi, c'est important. C'est ainsi que sont passés Aboké, Serge Kassi, Cyril Demoro a offert une villa de 23 millions à sa mère, les mamans éléphants. Et donc, c'est un événement où il se passe toujours des choses exceptionnelles. Voilà. D'accord. Le rendez-vous, ça va être le 30 mai voilà, en direct sur la RTI à partir de 14h30 à la salle Anne Mabo du Palais de la Culture. Palais de la Culture. Voilà. Alors, c'est quoi le... Oui, alors qu'est-ce qu'on doit retenir en termes de contenu de cette contenu, toutes les stars de télévision, du sport que vous connaissez viendront avec leur maman. Nous avons l'avantage d'avoir 5 membres du gouvernement, le ministre Amadou Koné, le ministre Sianou Fofana, Madame la ministre Miss Belmonde, Madame Touré Nasseneba et Madame Guessan Arel Badou de la Culture. Mais je tiens à dire merci à la RTI, au DG de la RTI, qui a tenu, après avoir fait 35 ans dans cette maison, accepter de m'accompagner pour cette fin. Mais pourquoi cette fin? Parce que quand on est fatigué de courir, on donne le micro à ses jeunes frères, et qui sont même peut-être mes enfants. Lui, il venait à Ozo Vacances à 7 ans, 8 ans. Yeah ouais. Merci. Il n'a pas oublié. Non, je n'ai pas oublié. Alors, donc, il est temps qu'on passe le micro. Mais ce que je tiens à dire... Restez pas loin quand même, on vous aime, vous avez toujours quelque chose à donner. Mais ce que je tiens à dire absolument... Terminer, oui. Je n'arrête pas d'animer. On peut toujours vous inviter à maîtriser des cérémonies. Si m'appelle, je viens. Si une société m'appelle, je viens. Mais je ne veux plus, en tant que producteur, courir pour chercher des pagnes, des ceci, des frigos, pour les mamans. Là, je viens de la cité administrative. L'ascenseur en panne, on a marché du 23e au premier étage. On a toujours des choses à apprendre avec ce grand monsieur. Merci beaucoup, c'est très gentil. Allez, tonton Bouba, restez avec nous. On va aller tout de suite pour la rubrique d'Alissar. On y va. Alicia Komena, c'est mode. Alors aujourd'hui, je tiens à féliciter
féliciter la CMCI pour le défilé qu'ils nous ont offert le vendredi dernier, où il y a eu des distinctions qui ont été offertes à différentes personnalités telles que Isabelle Hano, Fatim Sidimé et aussi Raph Métamorphose, et Thierry Angeval, pardon. Alors aujourd'hui, nous parlerons de la teinture des cheveux. Il y a une étape clé que plusieurs personnes oublient avant de faire la teinture de leurs cheveux, c'est la décoloration. La décoloration qui consiste à appliquer un produit décolorant sur le cheveu avant de les teindre pour éviter la cassure et la perte des cheveux. Il faut aussi masser les cheveux avec le produit, en fait. Avec le produit, oui. Avec le produit décolorant afin d'incruster bien le produit dans les cheveux pour éviter la cassure et la perte des cheveux. Ok. Tonton Bouba, est-ce que vous avez dans tous vos délires d'animateurs superstars utilisé des produits pour vous colorer les cheveux? Oui, en 1982, oui, c'était la Jackson Mania, j'avais fait le curly. Ah, d'accord. J'avais fait le curly, pantalon cuir dans ce studio. Vous me conseillez un jour de faire un truc comme ça, genre venir avec une tête jaune à la télé? Oui, quand je fais, il y avait un personnage que les enfants aimaient dans le dessin animé, j'ai oublié encore, il avait le visage vert et puis les cheveux étaient en jaune. Okay. Je l'ai fait. Puis j'ai fait le chat. J'ai fait le chat, j'ai fait mes cheveux. Et ce jour-là, excusez-moi, ce jour-là, je me suis blessé à 10 minutes de la fin. Tout de suite, la rubrique d'Alissa, on y va. Oui. Alicia Comena, c'est mode. Alors aujourd'hui, je tiens à féliciter la CMCI pour le défilé qu'ils nous ont offert le vendredi dernier, où il y a eu des distinctions qui ont été offertes à différentes personnalités telles que Isabelle Hano, Fatim Sidimé et aussi Raph Métamorphose, et Thierry Angeval, pardon. Alors aujourd'hui, nous parlerons de la teinture des cheveux. Il y a une étape clé que plusieurs personnes oublient avant de faire la teinture de leurs cheveux, c'est la décoloration. La décoloration qui consiste à appliquer un produit décolorant sur le cheveu avant de les teindre pour éviter la cassure et la perte des cheveux. Il faut aussi masser les cheveux avec le produit, en fait. Avec le produit, oui. Avec le produit décolorant afin d'incruster bien le produit dans les cheveux pour éviter la cassure et la perte des cheveux. Ok. Tonton Bouba, est-ce que vous avez dans tous vos délires d'animateurs superstars utilisé des produits pour vous colorer les cheveux? Oui, en 1982, oui, c'était la Jackson Mania, j'avais fait le curly. Ah, d'accord. J'avais fait le curly, pantalon cuir dans ce studio. Vous me conseillez un jour de faire un truc comme ça, genre venir avec une tête jaune à la télé? Oui, quand je fais, il y avait un personnage que les enfants aimaient dans le dessin animé, j'ai oublié encore, il avait le visage vert et puis les cheveux étaient en jaune. Okay. Je l'ai fait. Puis j'ai fait le chat. J'ai fait le chat, j'ai fait mes cheveux. Et ce jour-là, excusez-moi, ce jour-là, je me suis blessé à 10 minutes de la fin. Blessé sérieusement par les fauteuils à la salle Louga-François. C'est la demi-finale de Roseau Vacances. Et docteur Monet qui est là, ils sont venus me soigner. Et je ne pouvais plus marcher. Donc je me suis mis à 4 pas. J'ai dit miaou. Et les enfants pensaient que vous amusiez alors que vous souffrez. Alors, monsieur Oussou, on se marre tous, hein, c'est bien. On finit très bien cette émission. Merci beaucoup pour le sujet, il est très intéressant. Vous en pensez quoi? Coloration des cheveux et autres. Si madame vous fait une surprise comme ça vous plaira ou vous dites non, je ne veux pas du tout entendre parler de ça? Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'on peut se colorer les cheveux si c'est juste pour plaire, mais en fait, c'est l'extravagance que je ne voudrais pas. Vous ne voudrez pas. Alors, voici, vous avez en face de vous un grand monsieur, tonton Bouba. Vous le connaissez très bien, il n'a plus à présenter. Qu'est-ce que vous en pensez en une phrase? Non, je pense qu'il a beaucoup apporté à la télévision parce que moi-même, j'aimais très bien ces émissions. Super. Alors, en reconnaissance, nous devons être... Est-ce que tout le monde est invité le 30 mai au Palais de la Culture? Ou bien il y a un axe Les mamans. Toutes les mamans. Les hommes aussi sont invités parce que pour qu'il y ait un enfant, il faut maman et autre. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à payer? C'est juste 5 000 francs. D'accord, merci beaucoup. Donc, le 30 mai, au Palais de la Culture, à partir de 14h30, le grand jubilé, fête des mères avec tonton Bouba. On ne ratera pas ça. C'est le dernier spectacle, hein, je le dis. Dernier spectacle, mais il peut continuer toujours à animer vos cérémonies, n'oubliez pas. Voilà. Le fan club Asco et Chico, merci beaucoup. L'ONG Citoyen Propre, merci aussi à vous. Merci à toute l'équipe, merci ma beauté. Merci mes chéris. Merci tonton Bouba pour tout. Merci à Dr Philo, à Ibrahim Fofana, à toute l'équipe technique. On vous embrasse très fort et revenez demain, ça va être le grand jour des chroniques, ça va être sympa, instructif sur RTI1 dans ces midi. Allez, plein de bonheur à la maison. Salut.